Bienvenue à tous les participants et aux honorables parlementaires. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire, le premier organisé entre Europe for Family et la députée européenne Margarita de la Pisa Carrión. Le sujet d'aujourd'hui est l'exploitation reproductive, aussi appelée gestation por autrui, vientres de alquiler en espagnol, ou trafic de maternité. Merci à la députée européenne Margarita de la Pisa d'avoir organisé cet événement. Même si nous ne sommes pas physiquement ensemble au Parlement européen, c'est une grande joie d'être ici. Laissez-moi vous présenter Madame de la Pisa. Vous avez étudié pharmacie à l'Université Complutense de Madrid et vous avez travaillé comme responsable de pharmacie et dans l'industrie pharmaceutique. Vous êtes également titulaire d'un master en apprentissage de la neuropsychologie. Vous êtes en fait l'un des plus récents députés européens puisque vous êtes entré en fonction en février dernier après le Brexit. Au Parlement européen, vous êtes membre de la Commission des droits de la femme et d'égalité des genres, de la Commission de l'emploi et de la Commission spéciale sur la lutte contre le cancer. Si je comprends bien, votre engagement au sein du parti politique Vox a été très actif dans les sujets de l'éducation et des questions relatives aux femmes. Et précisément, vous avez demandé à être informé sur la question de l'exploitation de femmes à des fins de reproduction. Tous les participants devraient recevoir la traduction anglaise à condition que vous appuyez sur le bouton de la traduction anglaise sur le globe terrestre en bas de l'écran. Si vous souhaitez entendre la langue originale, français, anglais ou espagnol, vous n'avez pas besoin de sélectionner la traduction. Donc, Madame de la Pisa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mathieu, pour vos mots d'introduction. Le sujet qui nous concerne nous dépasse tous aujourd'hui. Toute réflexion sur l'exploitation maternelle sera toujours insuffisante parce que de nombreuses dimensions de l'être humain sont touchées. Comment se fait-il que des avancées scientifiques et technologiques aussi sophistiquées nous aient mis face à un tel carrefour? Nous vivons dans une société matérialiste et hédoniste où tout peut être acheté et rien ne satisfait jamais. Au XXIe siècle, les êtres humains sont vendus. Au XXIe siècle, le corps des femmes est commercialisé. Les enfants sont objectivés et transformés en simple objet de désir. Oui, il semble que nos désirs doivent pouvoir se réaliser, même si cela est contraire à la loi naturelle. Mais non content de cela, il y a aussi une demande pour que ces désirs soient considérés comme des droits, pour rendre la chose encore plus malheureuse, des droits fondamentaux. Sommes-nous conscients des conséquences juridiques que cela entraîne? Tenons-nous compte des conséquences au niveau humain, anthropologique, social, psychologique? Comprenons-nous les mesures que nous prenons et où nous allons? Ne jouons-nous pas à être Dieu en n'acceptant pas, en ne faisant pas confiance que ce qu'il nous offre, qu'il nous donne, dépasse même nos propres désirs, que c'est toujours un cadeau même si a priori on ne sait pas comment le voir. Aujourd'hui, nous avons la chance de compter sur Aude Mirkovic, porte-parole de Avocats pour l'enfance, Caroline Roux, directrice d'Alliance Vita Internationale, pour le point de vue des femmes, Carmen Sánchez Maillo, de One of Us, Enfants à la demande, une perspective anthropologique et philosophique, Laetitia Paulinken, directrice de Women Attitude, aspect économique et politique de l'exploitation reproductive dans l'Union européenne. Nous vous remercions de votre présence et nous espérons que vous nous aiderez dans cette réflexion
que nous partageons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais terminer en remerciant One of Us and Europe for Family pour leur aide précieuse dans l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame de Lapissa. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet très sensible, non seulement parce qu'il s'agit d'histoires personnelles, mais aussi parce que les choses changent en temps réel. Nous avons constaté que la Commission européenne a le désir de passer à une reconnaissance de toutes les formes de parentalité, qui inclurait de facto le futur parent d'un enfant né par le biais de l'exploitation reproductive. C'est ce que la présidente Ursula von der Leyen a elle-même appelé la reconnaissance mutuelle de toutes les formes de parentalité, en ajoutant que selon elle, si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays. Je cite le dernier discours sur l'état de l'Union. Hier, à Bruxelles, la Commission a eu l'occasion de condamner l'exploitation reproductive dans divers amendements de 3 groupes politiques différents, PPE, SCR et même GUE. Mais la Commission a décidé de ne pas voter, ne prenant pas en considération ces amendements. C'était déjà le cas en 2017 avec le rapport Tadeusz-Zwiefka. Ils n'ont même pas voté sur les amendements. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Je suis sûre que les députés européens ne sont pas prêts à licencier des femmes vulnérables prises au piège de l'exploitation reproductive. Nous devons convaincre les gens et être pédagogues. De plus en plus d'informations sur les domaines politiques seront présentées pendant cette séance. Alors, restez à l'écoute. Je suis donc heureux de vous présenter maintenant le professeur Aude Mirkovic, porte-parole des avocats pour l'enfance. Madame Aude Mirkovic est docteur en droit et professeure associée de droit privé à l'Université d'Evry, à Paris, ici à Paris. Elle nous présentera les aspects juridiques de la maternité de substitution. Le discours aura lieu en français. Donc, vous pouvez cliquer sur le globe, sur le bouton de traduction en bas de l'écran pour entendre la traduction anglaise. Vous avez la parole. Merci Mathieu, merci à vous Madame Margarita de la Pisa Carrion, merci à Europe for Family pour votre invitation. For the participation. Des personnes conviennent avec une femme que celle-ci portera un enfant qu'elle remettra à la naissance. Ce sont des couples dont la femme ne peut pas porter d'enfant, par exemple parce qu'elle n'a pas d'utérus, des couples d'hommes, des hommes célibataires, ou encore des femmes qui souhaitent faire porter leur enfant par une autre femme. L'enfant, lui, il peut être issu des gamètes des demandeurs ou de l'ovocyte de la mère porteuse ou, plus fréquemment, de l'ovocyte d'une autre femme, une vendeuse d'ovocytes. Les législations nationales sont variées, elles vont de la prohibition explicite comme en France, à l'organisation de la pratique par la loi comme en Grèce ou au Royaume-Uni, en passant par le silence législatif à ce sujet comme dans beaucoup d'États. Alors, quels sont les principes juridiques en cause? Eh bien, tout d'abord, la dignité humaine. Ce séminaire désigne la pratique sous le terme « exploitation de maternité ». En effet, elle organise l'instrumentalisation de la femme dès lors qu'elle suppose la mise à disposition de l'ensemble du corps de la femme et donc de sa personne. Ce n'est pas une activité professionnelle comme une autre, car la femme ne cesse pas d'être enceinte à la fin de sa journée. Et le Parlement européen a caractérisé là une violence faite aux femmes qui constitue, je cite, une exploitation du corps de la femme et de ses organes reproducteurs. Alors ce mot exploitation évoque l'esclavage tel que défini par la Convention de Genève comme l'état ou la condition d'un individu
sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété. En effet, la mise à disposition 24 heures sur 24 de la femme, de façon si intrusive dans son intimité et sa vie privée, confère aux demandeurs des prérogatives de propriétaire. Alors, comme le relève un professeur français, Madame Fabre-Magnan, nous ne sommes plus au temps de l'esclavage à l'ancienne. Inutile d'avoir la femme aujourd'hui à l'actif de son patrimoine, il suffit de l'utiliser. Et en 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a fait ce lien entre la GPA et la traite pour juger que le refus par la Belgique de délivrer un document de voyage à un enfant issu de GPA constitue certes une ingérence dans la vie privée et familiale des intéressés, mais que cette ingérence est justifiée par des objectifs de prévention des infractions pénales et en particulier de lutte contre la traite des êtres humains. Alors, peut-on évoquer la traite s'agissant de femmes qui sont considérées comme consentantes? Le comité d'éthique français explique que s'il n'y a pas d'éthique sans consentement, eh bien, le consentement ne suffit pas toutefois à donner à une action sa légitimité éthique. En effet, l'ordre juridique ne peut admettre le consentement comme seul critère. Par exemple, la loi ne peut pas autoriser une mère à donner son cœur à son enfant, même si elle est consentante. C'est-à-dire que le consentement de la femme, finalement, importe peu et ne peut justifier l'exploitation. D'ailleurs, l'esclavage, entre guillemets, volontaire est le plus perfide parce que la victime ne se plaint pas. C'est pourquoi, en droit français, les infractions sanctionnent les nouvelles formes de traite et incluent les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité, alors que les personnes ainsi exploitées sont peut-être consentantes, voire même satisfaites de leur sort. Bon, la dignité de l'enfant est également en cause, parce que les bonnes intentions ne changent pas, hélas, le contenu du contrat. L'enfant est commandé, fabriqué, livré. Et l'enfant est l'objet même du contrat. Donc celui qui donne ou vend un enfant, eh bien, exerce les attributs du droit de propriété. Ici, l'abusus, la disposition, qui est la prérogative du propriétaire. Un salon désir d'enfant s'est tenu à Paris début septembre et des entreprises de GPA y proposaient leurs prestations. Certaines proposaient une formule de luxe garantissant un enfant sain. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir un enfant sain? Eh bien, la commerciale de la clinique expliquait, avec un grand sourire à ses clients, si l'enfant ne... Voilà. Le Parlement européen alerte en conséquence sur le fait que femmes et enfants sont soumis aux mêmes formes d'exploitation et peuvent être vus comme des marchandises sur le marché international de la reproduction. Autre point, la GPA entraîne l'éclatement de la maternité entre 2, voire même 3 femmes. Il y a une mère génitrice, celle qui fournit l'ovocyte, une mère gestatrice, celle qui porte l'enfant, et puis une mère d'intention, celle qui l'a voulu. Le conflit qui peut survenir entre ces différentes femmes manifeste l'embarras pour déterminer qui est la mère de l'enfant. Aux États-Unis, les juridictions privilégient la mère d'intention. Au contraire, en France, le conflit a été tranché au profit d'une mère porteuse qui, 4 ans après, a réclamé l'enfant comme le sien. Dans les législations qui encadrent la GPA, on retrouve cette même diversité. Au Royaume-Uni, la mère porteuse peut décider de garder l'enfant, d'être la mère. Au contraire, en Grèce, seule la femme commanditaire peut être reconnue comme mère. Donc, ces exemples illustrent l'incertitude introduite dans la maternité. Et bien plus, lorsque l'enfant est commandé par un homme célibataire ou un couple d'hommes, alors cette fois, la GPA le prive de mère tout court. Posons donc la question, comment est-ce que la programmation d'un enfant d'une manière qui le prive de sa mère, ou au minimum entache la filiation maternelle d'incertitude, comment cette pratique pourrait-elle respecter la Convention internationale des droits de l'enfant, selon laquelle l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux? Enfin, la GPA programme l'abandon de l'enfant, alors non pas certes au sens qu'il serait laissé seul dans une rue, mais parce qu'il est séparé
de la femme qui l'a porté, ce qui est vécu par lui comme un abandon. Cette séparation à la naissance vise à empêcher l'attachement. Mais comme l'explique la psychothérapeute belge Anne Schaub, si un adulte, ici une femme, peut décider de ne pas s'attacher au bébé qu'elle porte pour autrui, un embryon, un fœtus, un bébé n'a pas cette capacité. Dès lors, séparer l'enfant de celle qu'il a portée pendant 9 mois et à laquelle il est attaché représente pour lui une rupture traumatique, un traumatisme majeur dans la vie naissante de l'enfant. Alors certes, les enfants issus de la GPA ne sont pas les seuls à vivre cette séparation, et notamment des enfants qui seront ensuite adoptés peuvent l'avoir eux aussi vécu. Pour autant, est-ce que la GPA est comparable à l'adoption? Eh bien non, parce que l'adoption répare le préjudice subi par un enfant privé d'un de ses parents ou des deux, alors que la GPA organise cette. The problem of GPI is that the mother decide to leave the children. L'engagement de la mère d'abandonner l'enfant. Donc il est tout à fait cohérent qu'au Danemark, la Cour suprême vienne de refuser l'adoption de 2 enfants issus d'une GPA en Ukraine par l'épouse du père, parce que la loi danoise interdit l'adoption lorsque la femme qui a accouché a été rémunérée. Comme l'ont rappelé les juges dans cette affaire, la loi vise à garantir que les enfants ne soient pas traités comme des objets que l'on peut acheter et payer. Alors, cette question de l'adoption nous conduit à préciser justement la situation des enfants nés de GPA. Alors, dissipons une confusion. Les enfants ont une filiation qui découle de leur acte de naissance, dressé dans leur pays de naissance. Ce que certains États refusent, c'est de transcrire, d'enregistrer ces actes étrangers sur leurs registres nationaux d'état civil. Ainsi, en France, la Cour de cassation a de cautionner le processus de GPA, même réalisé à l'étranger, et éviter d'encourager ce contournement de la loi française. Pour autant, comme elle l'a précisé, l'absence de transcription ne prive pas les enfants de leur filiation maternelle et paternelle que le droit, en l'occurrence californien, leur reconnaît, ni ne les empêche de vivre avec les époux concernés en France. Le comité d'éthique l'a ainsi résumé: l'état civil étranger, quel qu'il soit, peut toujours être utilisé tel quel en France. Cela permet à l'enfant de vivre avec les parents d'intention, d'avoir accès aux soins aussi bien qu'à l'inscription à l'école. La confusion est pourtant largement répandue, y compris à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France en 2014 et de nombreuses fois depuis, sur le constat erroné que la filiation étrangère des enfants ne serait pas reconnue en France, alors qu'elle l'est, puisque ses parents exercent l'autorité parentale et vont même jusqu'à agir en justice au nom des enfants. La Cour de cassation a changé sa jurisprudence et accepte la transcription aujourd'hui, mais le résultat, c'est que la prohibition légale est privée d'efficacité, et cela se fait au détriment des femmes. Dans un avis en 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé sa position en ce qui concerne la maternité d'intention, donc de la femme qui a recouru à la GPA. Alors, elle exige que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et la femme désignée dans l'acte de naissance comme étant la mère légale. Pour autant, la Cour européenne n'exige pas la transcription de l'acte, cette reconnaissance de la filiation pouvant se faire, selon elle, par d'autres voies comme l'adoption. Alors, je ferai juste 2 observations.
D'abord, la Cour européenne persiste à considérer que la filiation étrangère de l'enfant ne serait pas reconnue en droit interne, ce qui n'est pas exact, comme cela a été expliqué. Ensuite, la Cour réduit la filiation maternelle de l'enfant au lien avec la mère d'intention, et elle ne tient aucun compte de l'effacement de la filiation maternelle d'origine de l'enfant. Alors, comment concilier cela avec sa propre jurisprudence, selon laquelle la vie privée intègre le droit à l'identité qui comporte le droit de connaître La Cour ignore l'atteinte à la vie privée de l'enfant, qui résulte donc de la prévention de son ascendance maternelle. Elle ne s'intéresse qu'à une maternité d'intention que des adultes ont convenu entre eux. C'est pourquoi il faut citer l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne, qui ne s'est prononcé qu'une seule fois, dans l'affaire Parasisio et Campanelli, et qui apporte un éclairage différent. Les époux italiens avaient obtenu un enfant en Russie. L'Italie a refusé l'enregistrement de l'acte de naissance et a placé l'enfant en vue de l'adoption. D'abord, en 2015, la Cour européenne a condamné l'Italie au motif que l'éloignement de l'enfant et son adoption avaient porté atteinte à la vie familiale des intéressés. Mais la Grande Chambre, au contraire, en 2017, a jugé qu'il n'existe pas de vie familiale en l'espèce en raison du caractère illicite de la situation et de l'absence de lien biologique entre le couple et l'enfant. C'est-à-dire qu'elle constate bien une atteinte à la vie privée des requérants, mais cette ingérence est justifiée par la protection de l'enfant. Donc c'est là l'apport majeur de cet arrêt, c'est que la Grande Chambre, elle tient compte, dans son appréciation de la situation, de l'origine illicite de la situation, en l'occurrence de la GPA. Alors pour conclure, qu'avons-nous comme piste pour remédier à ces atteintes aux droits des femmes et des enfants? Eh bien, écartons le mirage d'une prétendue GPA éthique, parce que l'atteinte aux droits des femmes et des enfants ne résulte pas des modalités de la GPA, mais du principe même de cette pratique, l'utilisation d'une femme comme gestatrice et la remise d'un enfant. La GPA éthique ne peut pas plus exister que l'esclavage éthique, qu'elle soit rémunérée ou non. Ensuite, il faut reconnaître qu'une fois l'enfant né de GPA, on a bien du mal à trouver des solutions vraiment satisfaisantes. C'est pourquoi une protection efficace contre la gestation pour autrui consiste dans une action préventive, a priori. Un moyen, c'est la répression pénale, en raison de son effet dissuasif, mais un autre serait l'engagement des États vers l'élaboration d'un instrument juridique international en vue de la condamnation internationale de la pratique. Je vous remercie. Merci Madame Mirkovic d'avoir montré l'extrême complexité juridique de la question de savoir qui est la mère ou le père de l'enfant, et pour avoir soulevé le fait que l'exploitation reproductive est clairement une nouvelle forme d'esclavage, et même pire, en raison des contraintes physiques et psychologiques qu'elle entraîne. Nous allons maintenant parler du point de vue des femmes avec mademoiselle Caroline Roux. Caroline Roux est directrice de Vita International, une ONG active dans le conseil et les soins personnels aux personnes vulnérables. Elle a également participé au réseau No Maternity Traffic, une coalition internationale agissant pour l'interdiction de l'exploitation des femmes à des fins de reproduction. Encore une fois, n'oubliez pas de choisir la traduction si vous voulez entendre le discours en anglais. Vous avez la parole, mademoiselle Roux. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Mon apport, en effet, à ce panel se base sur l'expérience que nous avons à Alliance Vita
d'accompagnement de femmes, de couples qui sont confrontés à des difficultés avec la maternité. Et donc, c'est avant tout une approche humanitaire qui nous a conduit à soulever des enjeux éthiques et humains majeurs autour de cette pratique de la GPA. Comme l'a rappelé Aude Mirkovic, c'est important de voir ce que c'est que la GPA dans la réalité, hein. C'est une femme qui s'engage à remettre un enfant avec paiement ou pas. Having a child. Surrogacy has hit the highlights in recent years about the exploitation of poor women, especially in countries like India, Thailand, or others. But we can find it also in the United States with a unilateral system where commercial agency or do business. In general, the result is a double exploitation. From one part, we have the suffering of childless couples who has no child, and from the other side, the misery of precariousness of surrogate mothers. Who are the people trampled by surrogacy? They are women who cannot bear children in their event or female infertility linked of dysfunctions of the uterus, either to congenital nature or accidental due to a correctal flowing childbirth. Or for a medical reason in the event of removal of uterus, for example, cancer. This practice is also claimed by single men or in same-sex men to have a child, older women, or even in countries like United States. How it works, this process, like to avoid the attachment of the surrogate mother to the child she's carrying, surrogacy promote the fact that to have not genic links to the child. In both cases, we end up with a broken motherhood for the child, which can involve up to 3 women. Like the first is the donor, the second one is the surrogate mother, and the third one is the educator woman, or the total elimination of the maternal ties in education when it comes to requests from men. For some, it will be only a modality of medically assisted protection, additional. There's a lot of countries who, like France, Spain, Germany, and other countries, who forbidden it. It's not about underestimating the immense ordeal of discovering the inability to be able to bear a child. It's really important that we can hear, listen, support, and the suffering and woman couples. However, the desire has limits when it fringe of the rights of other people. It's important to remember at this stage there is no right to the child. Otherwise, he's seen like an object. Today, we see that supply creatures demand and today in Western societies, birth professionals favor physical contact with the mother at birth, called skin to skin, to ensure a sensory continuum and make this separation from the child more peaceful
for the child. It's really important to make the separation as less difficult as possible. Réalité machiste, sociale et aussi d'inégalité de conditions, puisque les femmes sont aussi en besoin d'argent. Et donc, c'est ce phénomène aussi que l'on retrouve dans la GPA. Parce qu'il faut être clair, avec la GPA, les femmes se retrouvent sous la domination extrêmement forte des demandeurs. Et c'est ce qui s'apparente aujourd'hui à tout ce processus d'esclavage moderne. Le Comité national d'éthique en France a analysé les contrats des mères porteuses et il a mis en avant certains articles qui sont particulièrement contraignants, notamment que la mère porteuse doit accepter le suivi médical qui est voulu par les demandeurs. Elle doit s'engager aussi, dans certains contrats, à ne pas avoir de relations sexuelles dans certaines périodes, à suivre un certain régime alimentaire ou encore de se priver de certaines activités. Donc, c'est extrêmement contraignant pour la liberté des femmes. Et puis, elle doit s'engager, si les demandeurs le demandent, à faire un avortement sélectif, par exemple, s'ils refusent d'avoir des triplés ou des jumeaux, ou encore si le handicap du fœtus est avéré. Et puis enfin, elle doit renoncer, la mère porteuse, à tous ses droits sur l'enfant à la naissance. Enfin, je l'ai dit, l'enfant devient objet de contrat et avec un contrôle qualité extrêmement serré de la part des demandeurs et qui sous-entend des pratiques d'eugénisme. Et ce qui a été mis en lumière il y a quelques années, c'est le cas du petit Gami en Thaïlande, qui est né en 2013. Il était porteur d'une trisomie 21 et ça a provoqué un scandale planétaire. Pourquoi? Eh bien, parce que le couple australien qui l'avait commandité l'a refusé et l'a laissé à la mère porteuse, tandis qu'il ne prenait que sa jumelle, donc une petite fille qui était née sans trisomie 21, et ils sont partis en Australie qu'avec l'un des deux enfants. En conclusion, certains prétendent que la GPA pourrait être acceptable, éthique dans certains cas. Aude en a un peu parlé, mais je voudrais rajouter qu'il s'agit vraiment d'un piège sur une opposition fictive entre une GPA qui serait altruiste et une GPA qui serait commerciale. Et au fond, ce piège tend à enfermer l'appréciation morale de la GPA dans un effet secondaire, certes, qui est extrêmement grave, qui est l'argent, mais le vrai problème de la GPA, et comme je l'ai montré auparavant, c'est justement la situation de l'enfant et la situation de la mère qui l'a porté. Et d'ailleurs, les conséquences ne sont pas moins graves quand il s'agit d'un processus qui est fait gratuitement ou contre dédommagement par une personne de l'entourage, que ce soit une grand-mère, une mère, une tante, une sœur, une belle-sœur.
eh bien là, la confusion et les pressions affectives sont encore plus fortes et qui posent aussi d'énormes problèmes. Donc le problème de la GPA, eh bien, en fait, c'est la GPA elle-même. Et la seule démarche réaliste que nous voyons aujourd'hui, c'est de s'engager à combattre cette forme de trafic humain au niveau national et international. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Europe et les élus européens ont une responsabilité majeure dans le traitement de cette question pour affirmer les droits humains et particulièrement évidemment les droits des femmes et le droit des enfants. Sinon, les humains vont devenir des marchandises pour les autres humains. Et au fond, la question centrale qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que, au nom de volontés individuelles, nous ne devons absolument pas abdiquer le droit et la dignité des femmes et des enfants. Je vous remercie. Merci, mademoiselle Roux, d'avoir expliqué les similitudes entre l'exploitation reproductive et la prostitution, entre autres. Les longs débats sur ce que l'on appelle la maternité de substitution ou la GPA éthique sont inutiles car on ne peut pas créer un esclavage éthique. Nous allons maintenant discuter de la perspective de l'enfant avec le professeur Carmen Sánchez Maillo. Madame Sánchez Maillo est professeure de théorie du droit à l'Université San Pablo CEU de Madrid. Elle est la secrétaire académique de l'Institut d'études familiales de la même université et elle est membre de la plateforme culturelle One of Us pour une Europe pour la dignité humaine. Le discours sera présenté en espagnol. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton de la traduction en bas de l'écran pour entendre la traduction en anglais. Vous avez la parole, Madame Sánchez Maillo. Bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de vous parler. Merci à Madame Margarita de la Pisa pour nous permettre de nous exprimer dans ce forum et merci aux organisateurs. Mon intervention se concentre, s'appelle Enfants à la demande, une perspective anthropologique et philosophique. Mon intervention se concentre sur la perspective du bébé qui vient au monde à la suite d'une FIV, fécondation in vitro, accompagnée d'un contrat de mère porteuse. Je veux en ce moment être la voix de cette personne qui est appelée à la vie à la suite d'un processus de production auquel s'ajoute un achat et une vente, une opération commerciale pour sa gestation. Je pense qu'il est raisonnable de se demander, est-ce une façon humaine et digne de naître, d'être appelé à l'existence? Pourrions-nous nous mettre un instant à sa place et nous demander comment aimeriez-vous venir au monde? Comment aimerais-tu venir au monde? Je considère que les enfants aussi convoqués sont soumis à l'inégalité de leur conception et de leur gestation même. Ils sont toujours imposés avec l'aliénation et parfois l'anonymat de la mère qui les a portés dans son ventre pendant 9 mois, qui leur a donné son sang et son corps, sa nourriture. C'est elle qui a entendu les premiers battements de son corps et qui a abrité leur croissance et leur mouvement pendant toute la grossesse. Quiconque s'arrête, ne serait-ce qu'un instant, à penser au lien mère-enfant qui se crée pendant la grossesse, se rendra compte à quel point cette pratique légalisée est inhumaine et contre nature au XXIe siècle. Elle oblige l'être né à commencer son existence dans un utérus étranger à son destin et à son environnement familial, qui sera étranger à son destin et à son environnement familial. Il est important d'insister sur ce point. C'est une obligation qui est imposée à la personne, ainsi appelée à l'existence. Il est contraint de naître dans un lieu qui n'est plus nécessairement maternel, un lieu qui lui est étranger, contrairement au reste des hommes tout au long de leur histoire.
N'est-ce pas là une discrimination? Cette circonstance est-elle compatible avec son caractère de personne unique et non reproductible? La légalisation de la maternité de substitution dans certains pays européens comme le Royaume-Uni, la Grèce ou d'autres pays comme la Russie, l'Australie, les États-Unis, l'Inde, l'Ukraine, la Géorgie est une pratique qui représente une évolution de la civilisation. C'est un véritable tournant dans le cours de la civilisation occidentale. La loi romaine établissait qu'il existait des res extra commercium. C'est bien qui étaient en dehors, qui restaient en dehors de l'activité légale et qui ne pouvaient donc pas faire l'objet d'aucun contrat ou accord. Cette sage et ancienne limitation indiquait que le commerce avait aussi des limites et qu'il y avait des réalités qui devraient rester en dehors du commerce. Et pourtant, au XXIe siècle, la traite des êtres humains est autorisée et légiférée, ce qui se rapproche de manière claire de l'un des plus grands fléaux du monde antique, c'est-à-dire l'esclavage des êtres humains. Nous pouvons considérer cette pratique comme le nouvel esclavage de ce siècle. Si le commerce de l'utérus des femmes est légal, où sont les interdictions du commerce des organes humains? Les risques de généralisation du commerce dans les aspects très personnels et corporels sont évidents. Seule une interdiction absolue de commerce de tout aspect du corps humain garantit la liberté des faibles dans un monde globalisé. La personne n'est pas une chose. Elle ne doit donc pas être traitée comme telle. La personne garde sa dignité intacte, quelle que soit sa vie, conçue, âgée, malade ou handicapée, même après leur mort. Si au contraire, la personne est traitée comme une chose, on entre dans la logique de la production, de la consommation et de son nécessaire emplacement comme s'il s'agissait d'une marchandise. Et la conséquence est que si elle présente un défaut, elle peut être éliminée. Cette conséquence n'est pas une hypothèse, car elle a déjà été vérifiée dans la réalité. C'est le cas de Partaramon Chouambua, une femme thaïlandaise qui a été engagée pour la gestation d'un être humain. Elle est tombée enceinte de jumeaux, dont l'un était atteint depuis la conception du syndrome de Down. Et les parents n'ont pas voulu s'occuper de lui. La fondation One of Us a décerné en 2016 un prix pour le courage à cette Thaïlandaise qui a voulu assumer et élever le jumeau rejeté. Notre cas réel est celui de deux hommes qui forment un couple et qui viennent aux États-Unis pour engager une mère porteuse dans les conditions suivantes. Chacun d'eux va féconder avec son matériel génétique un ovule de la même femme. Ils sont rentrés dans leur pays avec un frère et une sœur d'une mère biologique, de la même mère biologique, mais de pères différents. Les deux cas exposés nous disent que le fait d'avoir des enfants par le biais de cette technique qui ajoute à la FIV la location du ventre maternel objectivise et instrumentalise l'enfant qui va naître, ainsi que la mère qui est obligée par contrat de mener la gestation, de porter les enfants, établissant un processus de production et une logique selon laquelle tout désir humain doit devenir un droit, plaçant le désir du père ou de la mère contractant au-dessus de l'intérêt supérieur de l'être humain, ainsi appelé à l'existence. Ce dernier intérêt doit être pris en compte dans toutes les procédures juridiques, comme c'est le cas dans les procédures relatives aux mineurs, qu'il s'agisse de tutelle, d'adoption ou de placement familial. L'intérêt supérieur du mineur est un ensemble de l'enfant, est un ensemble d'actions et de processus qui garantissent un développement intégral et une vie digne, ainsi que les conditions matérielles et affectives qui lui permettent de vivre dignement et d'atteindre le bien-être maximal. L'intérêt supérieur de l'enfant apparaît dans les réglementations internationales
nationale comme un critère pour l'adoption de toute mesure affectant un enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'ONU en 1989 stipule dans son article 3 que dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. De la même manière, l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe inscrit dans les constitutions et les lois de protection de l'enfance dans les pays européens. Ces lois prévoient que l'intérêt de l'enfant doit primer sur tout autre intérêt légitime pouvant être en jeu. Pour approfondir dans cette question, la loi des mineurs en Espagne, par exemple, comprend une série de critères qui doivent être évalués, comme les besoins fondamentaux, matériels, physiques, éducatifs, mais aussi émotionnels et affectifs, ainsi que la prise en compte des souhaits, des sentiments et des opinions du mineur. Le mineur a le droit d'être informé, entendu et écouté. Compte tenu de ces principes internationaux de l'intérêt supérieur de l'enfant, je me demande et je vous demande si la pratique de la maternité de substitution ne nuit pas à cet intérêt de l'enfant. Sa vie est-elle objectivée ou lui est offerte la possibilité de rencontrer la mère qui l'a mis au monde et peut-être aussi celles qui ont fait le don de ce matériel génétique s'il est différent de celui qui l'élève, s'ils sont différents de celui qui l'élève. Comment la voix des intérêts légitimes de la personne qui vient au monde par la pratique de la maternité de substitution peuvent-ils être entendus? Qui assure le droit de connaître ses origines biologiques à celui qui est ainsi appelé à la vie? Le fait que dans certains pays européens, la pratique de la maternité de la GPA soit autorisée est une rupture anthropologique et culturelle avec les racines gréco-latines et chrétiennes de l'Europe. Rompre avec la protection que le droit romain accordait déjà aux nasciturus, avec la réflexion sur un ordre de la nature humaine que la philosophie grecque nous a légué, et avec le concept de la personne et de sa dignité que nous avons hérité de l'anthropologie chrétienne. Pour toutes les raisons mentionnées dans ce forum, il semble urgent d'attirer l'attention sur ce commerce de personnes qui ne devrait pas exister. Et il est urgent d'abroger la législation qui permet la pratique humaine injuste et répréhensible de la maternité de substitution en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sánchez-Mayo, pour votre discours. Je m'excuse pour certains problèmes de connexion qui se sont produits. Nous avons fait notre possible pour tout remettre en place. Bon, Madame Sánchez-Mayo, vous avez mis l'accent sur la traite des êtres humains. Vous avez mentionné l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Comme expliqué précédemment, l'article 7 prévoit également que les enfants doivent connaître leurs parents autant que possible. Nous ne pouvons pas oublier cet aspect qui est réellement important, ainsi que ces instruments légaux. Nous allons maintenant parler du marché des mères porteuses dans l'Union européenne avec Madame Laetitia Pouliken. Laetitia Pouliken est l'auteure de Femmes 2.0, Féminisme et Transhumanisme. Elle milite auprès des institutions européennes sur l'impact de nouvelles technologies sur l'identité féminine et sur les questions familiales. Madame Pouliken, vous avez la parole. N'oubliez. Ok, d'accord, parfait. Merci Mathieu. Merci Madame de la Pisa pour d'avoir accueilli cet événement si important. C'est un événement unique, mais j'espère que nous aurons de nombreuses autres occasions de parler de l'exploitation reproductive. Mesdames et messieurs, honorables publics, honorables députés, je vous remercie beaucoup d'être ici. Je voudrais aborder aujourd'hui deux aspects très importants, les aspects économiques de l'exploitation reproductive ainsi que les enjeux politiques dans les années à venir.
Et surtout dans ce mandat, comme nous l'avons remarqué et comme Mathieu a mentionné tout au début de ce webinaire. En d'autres termes, un faisceau de preuves que la Commission européenne est réellement prête à rendre possible au sein même des 13 États membres de l'Union européenne l'interdiction de la pratique de la maternité de substitution. Je vais passer à ma présentation. Je vais partager ma présentation pour la rendre aussi frappante que possible. Allons-y. Voilà, je pense que vous pouvez avoir une partie. Je vais essayer de la mettre en plein écran. Mathieu, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Merci. Donc, examinons les aspects économiques et politiques. Voyons d'abord de quelle taille de marché et de quelles prévisions nous parlons. Nous devons d'abord nous rendre compte, et cela a été dit à maintes reprises en mentionnant l'Australie, en mentionnant la Thaïlande, que ce marché est très international. Il a en fait créé tout un écosystème, un énorme œil lucratif que de nombreux types d'entreprises essayent d'exploiter. Sur cette carte, vous pouvez voir en bleu foncé les pays du monde qui autorisent toutes les formes de maternité de substitution. En bleu-gris, ceux qui n'ont pas de réglementation légale. Il y a la Belgique en particulier. Et en turquoise, les pays où seule la maternité de substitution altruiste est légale. Et nous verrons qu'altruiste ne veut rien dire en ce sens, puisqu'elle permet une compensation qui équivaut à un paiement. En violet, nous avons les pays qui autorisent la maternité de substitution entre parents, principalement le Brésil. Il y a vraiment une sorte d'arrangement bizarre. En rouge, vous verrez les pays qui ont effectivement rendu la pratique de la maternité de substitution illégale par la loi. Et en gris, vous avez les pays de l'Afrique, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la République tchèque, qui sont censés interdire la maternité de substitution. Mais cette pratique est pourtant pratiquée sur leur propre territoire. Je pourrais vous rappeler que 30 États l'ont légalisé. L'ont légalisé, nous devons garder à l'esprit qu'il existe un très large éventail de compensation pour les mères porteuses ou les soi-disant mères porteuses, allant de 4 000 en Inde à 20 000 aux États-Unis par bébé. Nous devons comprendre une chose. Le marché de mères porteuses fait partie du marché des ART. ART ou TRA signifie technologie de reproduction artificielle. Et ce marché de l'ART était évalué à 25 milliards de dollars en 2019. L'ART englobe l'ensemble de la FIV, de la maternité de substitution et des dispositifs de FIV, ainsi que toutes les sortes de services tels que la stimulation hormonale. Ainsi, ce marché devrait croître de 50 milliards de dollars d'ici 2027. Comme vous pouvez le voir, cela va être très, très significatif. L'évaluation de possibilités de croissance est de 12% en Asie-Pacifique et de 9% en Europe. Les raisons de ce marché en expansion sont en fait l'incidence croissante de l'infertilité due à l'évolution des modes de vie, due au vieillissement de mères, à la demande de collectifs LGBTQ,
aux horaires de travail intensifs, mais aussi au fait que le gouvernement encourage et finance la pratique de la FIV ainsi que la maternité de substitution pour lutter contre la démographie. Comme nous le savons tous, la démographie traverse un stade hivernal et certains de ces pays ont en fait convenu que la FIV, la maternité de substitution, pourrait être un bon moyen de lutter contre ce phénomène. Et bien sûr, en raison d'intérêts financiers. Maintenant, en parlant d'un marché plus petit, un sous-segment de ce marché de l'ART est le marché de la FIV. Les recettes du marché de la FIV s'élèvent à 18 milliards de dollars en 2019. Il y a une projection de 38 milliards de dollars d'ici 2027. Nous avons en fait financé une recherche d'une agence de conseil, au cabinet de conseil aux États-Unis pour avoir plus de précision sur la maternité de substitution. Nous avons donc les revenus du marché des ART et de la FIV et les revenus des mères porteuses. Enfin, lorsque nous parlons uniquement de la maternité de substitution, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a été très difficile de trouver les chiffres. Il s'agit d'un marché très subjectif et protecteur, et les agences de maternité de substitution ne publient pas leurs chiffres. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que probablement, si vous prenez les chiffres de 25 milliards de dollars pour les ART, si vous soustrayez 18 milliards de dollars pour la FIV et 800 millions de dollars supplémentaires pour le marché de dispositifs de FIV, s'il n'est pas déjà inclus dans le marché de la FIV, alors nous pourrions penser à un marché de la maternité de substitution en 2019 de 6,7 milliards de dollars, rien que pour la maternité de substitution. Si nous allons au fond des pays, obtenons plus de détails. Sur la droite, vous avez une publicité sur un site web qui essayait de faire connaître le fait que l'Ukraine et le Laos étaient des pays très bon marché, des pays où vous pouvez trouver la maternité de substitution la moins chère. Vous pouvez voir que la Géorgie est au sommet et au bas de l'échelle, parce que si vous voulez une garantie de naissance, une naissance garantie en Géorgie, elle coûte 60 000. Si vous voulez avoir une donneuse FIV standard, ça ne coûte que 42 000. C'est pourquoi ce marché est vraiment difficile à comprendre et à englober. Depuis 1970, les États-Unis sont le premier pays à pratiquer la maternité de substitution. Plus de 40 000 naissances à ce jour, dont beaucoup sont destinées à des étrangers. Nous pouvons en fait estimer les naissances à 3 000 par an, voire plus. Aux États-Unis, le nombre de mères porteuses se situe entre 110 et 170 000 par enfant. Non, les revenus des mères porteuses, la rémunération des mères porteuses se situe entre 110 000 et 160 000 par enfant. Et pour un paquet de grossesse complet et positif, cela signifie que vous avez une garantie totale qu'il y aura un enfant. Ainsi, lorsque vous cliquez sur le bouton « Cliquer et collecter » de votre site web pour acheter votre bébé, vous l'aurez à coup sûr, quoi qu'il arrive, dans les conditions que vous avez demandées. Yeux bleus, blanc caucasien avec donneur de tel type, donneur sélectionné, etc. L'Inde a la réputation d'être un pays à bas prix. Elle dispose d'un millier de cliniques et soi-disant réservées aux résidents. Ils essayent de changer la loi, mais malheureusement, nous avons encore des nouvelles qui montrent que ce marché est à 99% destiné à l'exportation. Le coût moyen est d'environ 25 000 et nous pouvons arrondir la taille de ce marché à 2,15 milliards de dollars. Comme vous pouvez le constater, ce chiffre n'est celui que 2012. Tous les chiffres que j'essaie de vous présenter aujourd'hui sont quelque peu dépassés. Ils sont trop difficiles à trouver et certains d'entre eux remontent à 2012. La Russie compte 1 million de naissances, 22 000 dollars en moyenne pour le coût de la transaction. La Thaïlande,
46 000 dollars pour les résidents seulement, mais là encore, nous savons pertinemment que le gouvernement a constaté que malgré les changements de loi en 2016, il semblait extrêmement difficile d'assurer que ces bébés ne quitteraient pas le pays. L'Ukraine est en fait le nouveau paradis de la maternité de substitution avec 1000 naissances et Biotex revendique 500 naissances, rien qu'avec cette seule agence de maternité de substitution. Elle coûte entre 44 000 et 80 000 euros. Les mères en Ukraine perçoivent environ 15 000 dollars par naissance. En Géorgie, le chiffre a été publié en 2013, un chiffre de 170 bébés. Le Népal, nous ne savons pas combien de bébés, mais il y en a environ 30 000. Et Israël, c'est le même chiffre. Le Mexique est un autre havre pour la maternité de substitution. 50 cliniques maintenant, et le coût, en fait, est assez élevé. Il est d'environ 105 000 dollars par enfant, ce qu'ils revendiquent, le fait qu'ils sont le meilleur climat pour concevoir. Là, j'essaye de vous faire rire, mais je suis sarcastique, bien sûr. Au Royaume-Uni, qui ne fait que promouvoir, qui n'autorise que la maternité de substitution altruiste, il revendique 368 naissances de substitution en 2018. Et c'est le ministère de la Santé qui publie cette information. Pour une fois, nous avons des chiffres très officiels. Le coût est de 65 000. Le Royaume-Uni ainsi que la Belgique, que je n'avais pas mentionné, ont la particularité que les coûts de la grossesse sont couverts par le système de la sécurité sociale. Cela signifie que chaque contribuable dans le pays contribue effectivement à la naissance de ces bébés nés par le biais de la maternité de substitution. Donc, en gros, sur la base de mes valeurs dépassées, cela représente 3 milliards de dollars par rapport aux 6,7 que je vous ai donné comme chiffre dans ma première diapositive. Et l'écart est encore une fois dû au secret qui se cache derrière ces pratiques. Maintenant, derrière tout le marché des mères porteuses, il y a un énorme écosystème qui constitue l'énorme tarte lucrative. La récolte des œufs, environ 3 000 par cycle, avec 250 réserves annuelles de fœtus. Rien qu'en Espagne, une femme qui donne ses ovocytes peut récolter environ 1 000 euros. En Belgique, où seuls les dons altruistes sont autorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente de parties du corps, les femmes ou les étudiants belges, parce que c'est ce qu'elles font, peuvent collecter entre 500 et 2 000 euros par cycle, où l'on recueille jusqu'à 6 ou 7 ovocytes. Collecte des spermes, très bon marché, 50 dollars en Inde, 2 000 dollars aux États-Unis par échantillon, par fichier, selon le dépistage. Si vous êtes allé à Harvard, si vous êtes blanc, aux yeux bleus, alors vous pourrez vendre votre sperme très cher. Le criblage du génome peut coûter jusqu'à 8 000 dollars par génome. Cependant, ce coût diminue considérablement grâce à la technologie, à la puissance des données et des ordinateurs. L'interruption de grossesse, l'hystérectomie, la perte de capacité de reproduction, tout cela est prévu par le contrat, dans l'accord, dans la convention de gestation pour autrui, ce qui montre clairement qu'il y a des risques pris par la mère porteuse. J'ai mentionné les instruments et les dispositifs permettant d'améliorer les taux de résultats des FIV, ce qui représente un montant global de 800 millions de dollars qui augmente chaque jour. Les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des hormones, des antidépresseurs, les laboratoires de recherche qui effectuent le séquençage du génome, la sélection des embryons, les modifications des embryons, tout cela est une grosse industrie pharmaceutique et il est très important pour eux de se concentrer sur la poursuite de ce commerce.
De nombreux autres prestataires de services, assurances, avocats, banques avec des prêts, psychanalystes, démontrent qu'il y a des tonnes de femmes qui souffrent du syndrome post-traumatique lorsqu'elles abandonnent leur bébé et qu'elles ont besoin d'aide. Les entreprises privées, et c'est très intéressant à savoir, offrent des prestations de maternité de substitution à leurs employés. La force des ventes, par exemple. Si vous êtes prête à avoir un bébé grâce ou par le biais d'une mère porteuse, on peut vous offrir jusqu'à 10 000 dollars. Dans Facebook, même 20 000 dollars. Comme vous l'avez compris, tous ces aspects économiques sont en fait à la base des changements politiques, des enjeux politiques qui doivent être relevés au sein de l'UE, de l'Union européenne. Il s'agit d'une transition très difficile et je m'excuse de couvrir de cette manière grossière de sujets si importants, mais vous comprendrez les subtilités existantes entre l'argent et les politiques. L'Union européenne doit défendre la non-discrimination, l'interdiction de la traite de femmes enceintes. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que nous trouvons des preuves que l'Union européenne, et en particulier la Commission européenne et la Cour de justice, sont des connivences avec cette pratique et ce marché. En septembre dernier, Moussala Ben Delaine a déclaré « Je vais faire pression pour la reconnaissance mutuelle de relations familiales dans l'Union européenne. Si vous êtes un parent dans un pays, alors vous êtes un parent dans tous les pays. » Le commissaire Vera Jourova pour les valeurs et la transparence, ainsi qu'Elena Dalli, commissaire à l'égalité, a présenté une stratégie en novembre dernier. Ils ont déclaré que, en raison des différences entre les législations nationales des États membres, les liens familiaux ne sont pas nécessairement reconnus. Lorsque les familles arc-en-ciel franchissent les frontières intérieures de l'Union européenne, la Commission présentera une initiative législative sur la reconnaissance mutuelle de la paternité. Donc, comme vous pouvez le voir, sous le déguisement de la non-discrimination, tous les types de familles devraient être autorisés à pratiquer tout type de maternité surrogée, maternité pour autrui, en créant une parentalité étrange et en discriminant les femmes vulnérables. Dans l'arrêt Kuman concernant un couple roumain qui a saisi la Cour de justice européenne en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que les constitutions nationales ne peuvent pas prévaloir sur le droit à la filiation déjà reconnu dans un État membre, dans un autre État membre, imposant ainsi les conséquences juridiques de toutes les formes d'union dans l'Union européenne. Au-delà de l'Union européenne, des États membres et de la zone euro, il y a la conférence de l'Haye sur le droit privé international. La conférence de l'Haye, dont vous l'ignorez peut-être, mais elle a toujours travaillé sur le droit privé, sur l'harmonisation du droit privé dans 84 pays. Ce qu'elle fait actuellement, dans le cadre du projet parentalité et maternité, gestation pour autrui, elle travaille depuis 10 ans et elle arrivera à son terme en mars 2021 pour fournir un cadre permettant de reconnaître la parentalité des futurs parents aux dépenses de la mère biologique ou du donneur de sperme ovocyte. Ce qu'elle fait effectivement, c'est que la conférence de la Haye encourage et la maternité de substitution sans aucune consultation publique. Je lance donc un appel à l'action aux députés qui écoutent mon discours. Ce que je recommande humblement, c'est 1. Le Parlement européen, dans tous ses rapports, chaque fois que cela est possible, y compris dans le rapport Santos que Mathieu nous a présenté, le rapport sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2019, devrait introduire et adopter une condamnation ferme
de la maternité de substitution par le Parlement européen. Nous devons travailler sur ce point et je vous serai vraiment reconnaissante de vérifier ou de consulter vos emails pour connaître les recommandations pour le vote. Deuxièmement, encourager la Commission européenne à faire de l'exploitation de la reproduction reproductive et des contrats de grossesse une question de politique juridique et à mettre définitivement fin au trafic de maternité dans l'Union européenne pour les enfants nés dans ou hors de l'Union européenne. Et 3, au niveau national, les députés peuvent poser la question à leur gouvernement concernant la conférence de La Haye. Quelle est leur position en ce qui concerne ce projet de filiation et de parentalité, car ils prennent des décisions en votre nom et au nom des citoyens de votre pays. Et ces décisions vont être contraignantes. Il est vraiment essentiel que nous rendions cela public, que nous l'exposions, que nous le donnons à connaître. Donc, ma conclusion est que si nous ne demandons pas une interdiction internationale de l'exploitation reproductive, cette violation des droits des femmes et des enfants, et cela a été dit tout au long du webinaire, elle continuera à promouvoir la traite des êtres humains. Les mères qui accouchent dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, sont harcelées. Et cela va continuer parce que les entreprises vont proposer de plus en plus de mères porteuses de gestation pour autrui, juste pour s'assurer que ces femmes deviennent un agent économique, qu'elles cessent d'être un poids pour l'entreprise à cause de leur grossesse. La question qui se pose, que je pose à la génération est la suivante. Une jeune femme pourra-t-elle devenir une mère écologique, accoucher naturellement, donner naissance à un bébé non sélectionné ou modifié génétiquement? Et cela pourrait devenir possible, comme M. Tolitsovski de l'Agence des services biotech Ukraine. À un moment donné, nous n'aurons plus besoin de femmes. Nous aurons des utérus artificiels. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon discours et d'avoir pris des mesures. Merci à Madame Pouliquin d'avoir développé, de nous avoir parlé du pouvoir des intérêts financiers. Il est tellement choquant de comprendre que des bébés sont achetés sur un marché international. Merci également d'avoir lancé un appel à l'action pour les députés, que ce soit au niveau national, pour la conférence de La Haye, ou au sein des institutions européennes. Je suis sûre que vous avez également des remarques personnelles, Madame de la Pisa-Carrion, après avoir écouté tous ces discours. Allez-y. N'oubliez pas d'allumer votre micro. Merci. Bon, nous avons pu voir à quel point cette affaire de la maternité pour autrui est complexe. Et derrière la misère, il y a toujours de grands chiffres. Cela ne mène pas seulement à un chaos juridique, nous parlons de quelque chose qui concerne la partie la plus intime, le moment le plus intime de la personne, le moment de réveiller un âme. À la lumière de tout ce qui est exposé, il est devenu évident que nous devons prendre la responsabilité de continuer à poursuivre nos efforts contre la maternité pour autrui, en poursuivant des lignes ouvertes, des forums de travail, de recherche, de débats, de discussions, de formation, afin de générer des idées et des arguments pour pouvoir répondre avec sérieux et force aux menaces qui déshumanisent notre société, la noyant
dans le désespoir le plus absolu. Nous ne pouvons y parvenir qu'ensemble, fidèles aux valeurs humanistes et transcendantes qui sont nos racines culturelles. À cet égard, je voudrais inviter mes collègues députés à prendre position en faveur de la dignité de la personne et à montrer cet engagement dans la vie politique du Parlement européen et à unir leurs forces dans ce combat. Nous sommes vraiment confrontés à une bataille entre la mort et la vie. Parfois, les gens se demandent ce que fait réellement l'Union européenne. Nous avons maintenant la possibilité d'agir contre une nouvelle forme d'exploitation. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il va falloir beaucoup de dévouement pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, pour être une voix forte et claire qui permet de réinspirer le cœur et la conscience de tant de personnes qui manquent de repères. Enfin, en tant que hôte de cette conférence, je tiens à remercier Mathieu, Aude, Caroline, Carmen, Laetitia, Anna Del Pino pour son travail en coulisses, les interprètes. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec l'interprétation, mais nous allons nous engager à rééditer cette vidéo avec une traduction adéquate pour que les messages si importants qui ont été transmis aujourd'hui puissent arriver, avoir une portée beaucoup plus importante. Je remercie les organisations comme One of Us, Europe for Family, à tous ceux qui nous sont suivis aujourd'hui. Et pour vos questions dans le chat, merci. Vous nous avez beaucoup enrichis et grâce à vos connaissances et nous allons pouvoir mieux comprendre ce sujet si crucial. J'espère de vous rencontrer bientôt. Cette fois-ci, nous avons utilisé ce moyen de communication en ligne, qui est une bonne façon de travailler, mais je serai heureuse de vous rencontrer et de vous inviter au Parlement européen. Comptez sur nous, les députés européens. Je suis à votre disposition et ma porte est toujours ouverte. Merci beaucoup. Merci, Madame de la Pisa, pour ces remarques importantes. Nous nous réjouissons de travailler avec vous sur ces questions. Nous sommes désolés pour les connexions instables de certains orateurs et de certains traducteurs. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique à contact@europeforfamily.eu pour recevoir notre livre blanc sur l'exploitation des enfants et des fins de reproduction. Merci à tous les orateurs. Mesdames, vous avez été à la fois sages et passionnés. Merci à vous toutes. Et je remercie également les autres députés européens qui ne parlent pas en direct, mais qui ont participé à ce webinaire. Et nous serons heureux de vous voir lors d'un autre événement à venir au Parlement européen. Merci à tous et bon après-midi et bon week-end.